Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, Michel Grésille, administrateur, chef de projet des journées de conférences et d'échanges de la Société nationale d'horticulture de France, la SNHF, passionné de plantes depuis ma plus tendre enfance. Bienvenue et merci à toutes et tous d'avoir répondu à l'invitation de la Société nationale d'horticulture de France qui vous propose à partir depuis le 25 janvier sa 42e journée de conférences et d'échanges sous forme d'une série de 3 webinaires sur le thème « Santé des plantes, mieux les protéger dans leur environnement ». Usuellement, les journées de conférences et d'échanges de la SNHF se tiennent en présentiel, sur une seule journée, sur différents sites de la France métropolitaine. Aujourd'hui, elles innovent avec une nouvelle présentation, avec des séries de conférences en ligne, qu'on appelle webinaires, permettant encore un accès à un plus grand nombre de participants. Je vous rappelle que la SNHF, depuis 1827, est un lieu de rencontre et d'échange, de diffusion des connaissances et des savoir-faire horticoles, ouvert à tous les passionnés des plantes, professionnels comme amateurs. Je me dois aussi de vous dire que le thème de cette 42e journée s'inscrit pleinement en déclinaison du colloque scientifique de la SNHF, à savoir celui de novembre 2020, Santé des plantes, ressources naturelles et biologie contemporaine, et ce, avec des retours d'expérience. Dès à présent, je tiens à remercier très chaleureusement nos partenaires Valor et l'enseignement agricole, l'aventure du vivant. Tous les intervenants de leur contribution à ces webinaires, aux participants du groupe de travail, Yvette Daté, président du conseil scientifique, Jean-Pierre Théodon du comité fédérateur, Laurent Richard pour l'enseignement agricole, Michel Javois et Alice Piacibello du pôle Jardiner Autrement de la SNHF, Maxime Cuminel, notre directeur, et Marion et Corinne de la SNHF, lesquels, à mes côtés, m'ont aidé à monter cette journée. Enfin, je tiens à vous remercier, chers auditeurs, de votre présence. Vous êtes actuellement 198. J'espère que vous trouverez beaucoup de plaisir à suivre ces conférences en ligne qui vont se succéder aujourd'hui, mais aussi encore le 8 février prochain après-midi. Aujourd'hui, 3 conférences. Du pratico-pratique, des retours d'expérience. Une première conférence, la bonne plante au bon endroit, des pratiques culturales adaptées. C'est tout un programme. Les maladies et les ravageurs, des plantes au jardin. On oubliera aujourd'hui dans la protection des plantes les adventices. Là aussi, je crois que vous en allez avoir pour tous les goûts, entre tous ces insectes, toutes ces petites bêtes, comme on dit, et tous ces champignons. Et enfin, le biocontrôle et la lutte biologique intégrée. Je vous remercie de votre attention. Aussi, je vais maintenant céder la parole à Maryse Friot, notre première intervenante. Maryse Friot, présidente de la Société d'horticulture de Touraine. Maryse, je vous rappelle que vous avez 25 minutes pour votre exposé. C'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Ma mission cet après-midi est de traiter du sujet « La bonne plante au bon endroit, les pratiques culturales adaptées dans nos jardins ». Un sujet très vaste où je vais en 25 minutes essayer d'être précise et concise. Tout d'abord, il faut savoir que le jardin est un milieu vivant. Vivant puisque les plantes ont besoin d'eau, de nourriture, d'air. Elles vont pousser sur un sol qui est un support et qui est leur confort. Et bien sûr, subir le climat qui est très variable suivant les lieux. Le jardinier, lui de son côté, va essayer de faire du mieux qu'il pourra pour que ces plantes puissent évoluer correctement et sans être attaquées parasitairement et sans déformation et décoloration. Les premières préoccupations pour le jardinier est de se préoccuper du couple sol-plante. Que ce soit dans un jardin potager ou dans un jardin d'ornement, il faut choisir les bons genres, les bonnes espèces, les bons porte-greffes. Il faut établir un calendrier de culture annuel
il faut essayer de définir une organisation des pratiques afin, bien sûr, d'obtenir une bonne récolte et de bons rendements et avoir une belle qualité esthétique pour le jardin d'ornement. Tout sera fonction, bien sûr, de l'évolution de la matière organique, de l'évolution de la vie microbienne, ainsi que de l'érosion hydrique et éolienne et de la lixiviation des sols. Si on ne réfléchit pas bien, tout ça va être perturbé et les plantes ne pousseront pas correctement. Le sol, eh bien, c'est la partie supérieure. Le sol, c'est 3 éléments. Le sol qui est en surface, le sous-sol et la roche-mère. Et notre sol résulte de la dégradation de la roche-mère, qui peut être en France calcaire, granitique, etc. Mais surtout ces 2 éléments-là. C'est là dont on parlera des plantes qui vont être dites calcicoles, calcifuges. Notre sol ou le sol du jardin, c'est le support de la plante, c'est la zone d'ancrage, c'est-à-dire la zone qui va permettre d'avancer et de permettre à la plante de résister. C'est le garde-manger, réserve alimentaire, le réservoir d'eau, capacité de rétention. C'est bien sûr toute la vie du sol, macro et micro-organismes, qui vont apporter la vitalité et la robustesse, ainsi que l'aération. Pour avoir un peu plus de sur le sol, 47% de matière minérale, 3 à 5% de matière organique, 25% d'air, dont 18% d'oxygène, 25% d'eau. Sans oublier le primordial, la vie du sol, et qu'il ne faut pas détruire, puisque c'est elle qui va permettre à la plante de se nourrir. Et cette vie du sol représente 0,5 kg par mètre carré d'animaux type acariens, insectes, bactéries, champignons. Et dans ces 0,5 kg, vous avez 0,1 kg de lombric. On va apprendre à connaître son sol. Comment faire? Eh bien, la nature du sol, on peut la connaître par le toucher, la couleur, l'odeur. La couleur est le plus facile. Couleur foncée, le sol est riche en matière organique, souple, léger, présence de vers de terre. Il est facile à travailler. Il n'est jamais gorgé d'eau. C'est le sol idéal. La couleur claire, qui peut être un sol argileux, lourd, compact, froid, travailler en amont parce que très dur, il faut essayer de décompacter par l'action du gel, de l'eau, etc. Et bien sûr, dans cette couleur claire, on peut avoir le sol calcaire, des sols calcaires. Couleur claire jaune avec des reflets brillants, et bien là, on est dans un sol sableux, très filtrant, avec une structure particulière. Facile à travailler, ça c'est sûr, mais ça ne se tient pas et ça se réchauffe très très vite. Ces sols-là sont extrêmement précoces. Les semis de printemps sont favorables dans ces types de sols. Alors, en fonction de la nature du sol, eh bien, on définira les époques de semis, de plantation, le choix des outils, l'apport d'amendements, les délais entre les préparations et les mises en place. On vient de parler de la texture, qui est donc la granulométrie, en fonction de la taille des éléments, sable, limon, argile. On aura des textures sableuses, argileuses, limoneuses. Et ce qui est important dans un jardin, c'est d'avoir une structure qui est le mode d'assemblage des éléments constituant le sol. Et cette structure doit être fragmentaire, grumeleuse, c'est-à-dire capable de recueillir de l'eau, mais pas en excès, mais avoir une microporosité importante et une macroporosité également importante. La structure grumeleuse fragmentaire va être une structure générée grâce à la matière organique, puisque c'est elle qui va, avec l'argile et le calcium, constituer le complexe argilo-humique et faire ces grumeaux. La matière organique est très importante, elle va évoluer dans le temps, et ça c'est important, puisque c'est elle qui apporte le vivant, on va dire, dans le sol, et elle va apporter, en se décomposant, des sels minéraux, mais aussi des acides humiques qui vont dynamiser les plantes. Cette matière organique augmente la capacité de rétention en eau, donc ça veut dire que la plante n'est jamais stressée,
et elle évolue correctement. Il y a également un stockage des sels minéraux important, et c'est vraiment ce que je vous ai appelé tout à l'heure le garde-manger. Le problème, c'est qu'il faut en apporter, mais sans excès. S'il y a trop de matière organique, eh bien, il y a un blocage du développement de la plante et les racines vont disparaître. Cette évolution de la matière permet de maintenir un pH, c'est-à-dire un potentiel hydrogène optimum entre 6 et 6,5. Le profondeur, et ça c'est primordial, plus le sol est profond, plus la plante est dans un bon confort, avec une réserve utile en eau intéressante et un bon potentiel alimentaire. Le sol peut être superficiel, avec une profondeur inférieure à 40 cm, ou profond, supérieur à 40 cm. Par contre, chaque plante aura une profondeur d'enracinement et un type d'enracinement. Et ça, c'est important, il faut absolument connaître la forme et l'évolution des racines de vos plantes avant de les installer. Ce qui vous déterminera la fosse de plantation et bien sûr la hauteur de cette fosse. Le climat, très très important. Le climat, c'est vrai qu'en horticulture, on peut éventuellement mettre des abris et autres pour un petit peu modifier le climat initial, mais la plupart du temps, les 3/4 des cultures sont en plein air. Le climat, ce sont les températures, les précipitations, le vent, l'exposition. Au niveau des températures, vous allez avoir les températures ambiantes et les températures de fond ou du sol. Température du sol très importante puisque il faudrait avoir une température entre 15 et 20 degrés. Si vous avez des températures du sol supérieures à 35 degrés, les racines ne se développent pas, même elles disparaissent. Ces températures ambiantes, eh bien, quand elles sont minimales, c'est la destruction par le gel, c'est le zéro de germination, le zéro de végétation. Très important en maraîchage, par exemple, ou dans le potager, puisque le haricot, le zéro de germination est de 8 degrés. Les températures maximales, blocage par la pollinisation, la mise à fruits, mise en réserve, etc. Et bien sûr, un excès de température peut provoquer la mort. Et on a vu cette année des effets avec la canicule. Les précipitations correspondent à la quantité d'eau en millimètres, en litres par mètre carré, et surtout la répartition sur l'année, très important. Les vents, l'orientation, la vitesse, ces phénomènes locaux. Les vents, c'est la déformation, c'est une température excessive, hein, un assèchement. Le vent est très très important dans un jardin, il faut faire très attention. Et bien sûr l'exposition, ombre, mi-ombre, plein soleil, avec la nature du sol qui est extrêmement important. Si vous arrivez sur un site de nouveau, essayez de vous rapprocher des stations météorologiques de votre département pour avoir un peu des moyennes, pour voir le climat qui s'y trouve, mais en même temps interroger les voisins, parce qu'il y a aussi les microclimats et il peut y avoir des phénomènes un petit peu différents que la généralité du département. Dans le cas où vous allez planter des arbres et des arbustes qui vont rester un certain temps, essayez de vous rapprocher des cartes bioclimatiques éditées par l'IDF qui vous permettront d'avoir le climat spécifique par rapport à ces végétaux. Vous allez devoir organiser votre jardin une fois que l'on connaît bien le sol, le climat. Et l'organisation de ce jardin, c'est acheter des graines, des plants, des plantes chez un professionnel. Essayez d'acheter ces végétaux au niveau local, de façon à ce qu'ils aient déjà eu l'habitude du climat et du sol. Essayez d'acheter des espèces saines ou des plants certifiés qui vous garantissent une certaine qualité. Si éventuellement vous avez un doute, mettez-les en jauge pour voir un peu leur évolution, leur décoloration éventuelle et manifestations un peu spécifiques pour les éloigner de votre jardin si ça ne va pas. Et surtout, surtout, si vous avez un ami, un jardinier, un voisin qui va vous donner des végétaux, là c'est pareil, une mise en quarantaine est quand même favorable pour voir s'il n'y a pas des anomalies.
Dans le jardin, vous allez créer de la biodiversité. Les rangs de 60 mètres de haricots ou de la monoculture, c'est terminé. On essaie d'avoir une grande diversité dans le jardin, sans faire d'ombre forcément, mais une grande diversité, ce qui vous permettra de maintenir des auxiliaires et aussi peut-être que les plantes, les unes les autres, elles vont se protéger des bioagresseurs et des maladies cryptogamiques. On connaît les couples lavande rosier, ail rosier, capucine fabacée, œillet d'Inde et toutes les autres plantes. Là, tout le monde connaît ces associations. Quoi qu'il en soit, la consigne dans le potager, ça va être de préparer et réfléchir sur l'assolement, qui est la répartition de l'ensemble des cultures sur l'année, et surtout la répartition, la succession des cultures sur un espace qui est la rotation. Parce que il faut gérer les amendements suivant les besoins des plantes, et on aura les plantes qui vont être dites de tête de rotation. Ce sont les plantes qui sont gourmandes, qui supportent bien les amendements organiques frais, c'est le poireau, le chou par exemple, tête de rotation, et derrière ces cultures, on pourra mettre par exemple une salade qui demande beaucoup d'azote, mais pas de matière organique fraîche, et on mettra derrière la salade, on mettra une carotte qui, elle, demande de la nourriture, mais surtout pas de la matière organique fraîche. On préparera le sol suivant la nature et les situations climatiques. Là, c'est encore de la rotation. Et on va associer les espèces végétales de familles différentes afin de diminuer l'incidence phytosanitaire, de réduire la compétition pour les éléments minéraux spécifiques, pour avoir des enracinements complètement différents puisque les plantes ont des profondeurs d'exploration différentes les unes des autres, ce qui permet aussi d'avoir une alimentation en eau et en sels minéraux à des niveaux différents, et on exploite toutes les strates du sol, et on aura aussi des plantes qui vont être capables de restituer dans le sol, et donc la suivante va pouvoir consommer les éléments restitués. On essaiera aussi de faire une association de tailles et de formes différentes, de façon à ce que celles qui tapissent bien au pied des plantes un peu plus érigées, que les plus hautes fassent de l'ombrage aux plus petites, etc. Et on organisera bien sûr les interventions suivant la saison, la durée de culture et les espèces cultivées. Quelques exemples de voisinage. On en parle beaucoup. On a un voisinage qui est positif, c'est-à-dire bien là les plantes s'entraident et elles vont mutuellement s'aider à se développer et à croître. On a dans ce cas-là les sécrétions racinaires, l'épinard qui va libérer de la saponine favorable à la croissance des fraises. C'est le cas du maïs avec les courges et les concombres, pardon. Les fraises et les haricots qui se développent plus vite que lorsqu'ils sont seuls. C'est le cas des fleurs, de la camomille, de la sauge, etc., qui attirent les insectes favorisant la pollinisation, choux, cucurbitacées, tomates et les auxiliaires. On a des plantes qui vont émettre des odeurs, des parfums, la ciboulette et la carotte, où cette dernière se développe mieux, les radis près des pieds de courge ou de concombre qui éloignent les insectes. Et bien sûr, les ombrages, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est le voisinage positif, mais qui dit du positif dit du négatif. Et dans le négatif, on a l'enrichissement en azote. C'est pas l'enrichissement en azote qui est négatif, c'est éventuellement l'abondance azotée dans le sol pour certaines plantes. Et c'est le cas, par exemple, des légumineuses à proximité des oignons et des échalotes qui vont pas forcément, enfin disons que le développement des oignons et des échalotes va être un peu contrarié. C'est le cas des excrétions de substances toxiques, les solanacées, les pommes de terre, les aubergines, avec les cucurbitacées et les framboisiers. Les effets inhibiteurs sur le développement, c'est le cas de l'absinthe, l'artémisia et les jeunes semis. Et enfin, on a la famille botanique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les carottes, le fenouil, même famille, donc même bioagresseurs. On évite de les mettre côte à côte parce que sinon on cumule le handicap parasitaire. Et bien sûr, les plantes hautes parasitaires que l'on ne parle pas forcément toujours, mais ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On a des maladies qui demandent
deux plantes pour pouvoir évoluer en totalité. C'est ce qu'on appelle les plantes, les parasites hétéroxènes. Et on a par exemple le poirier, avec la rouille grillagée du poirier, où la rouille doit aller sur ou accomplir son cycle, son premier cycle, je ne vais pas le dire, sur le Juniperus avant d'attaquer et d'aller sur le poirier. Un jardin sans eau, ça n'existe pas. Donc il va falloir arroser et réfléchir à l'irrigation, ce qui ne veut pas dire arroser abondamment. La première des choses, c'est de connaître les besoins de la plante et les capacités du sol à recueillir, à capter, on va dire, l'eau permettant d'avoir une bonne réserve utile pour la plante. C'est de connaître aussi l'ETP, l'évapotranspiration potentielle, qui est l'évaporation du sol et la transpiration du sol, ainsi que la pluviométrie. En fait, il faut aller vers le diagramme en bas et vous allez avoir vous voyez des colonnes bleues qui correspondent aux précipitations mensuelles de janvier à décembre et vous avez une courbe rouge qui correspond aux températures. Là, on est dans un diagramme obrothermique de Touraine, de l'Indre-et-Loire, et on se rend compte qu'il y a un espace blanc entre la partie bleue et la courbe rouge, qui est l'indice de sécheresse, et cet indice de sécheresse est du mois de juillet au mois de septembre. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment se préoccuper de l'arrosage un peu plus sérieusement ces mois-là. Et les autres mois, en fait, eh bien, peut-être faire que des techniques, on va dire, de travail du sol suffiront pour pouvoir alimenter en eau ou pour pouvoir maintenir l'eau dans le sol. Les techniques d'arrosage, il y en a beaucoup, mais la meilleure, c'est peut-être l'arrosoir. Et dans un potager, avoir un arrosoir, ça nous permet d'arroser correctement et surtout de ne pas arroser en abondance. Plus on arrose trop, plus la plante est mise dans un état de confort hydrique important, quitte même à être noyée à un moment, mais à un moment d'avoir trop d'eau et d'avoir un système racinaire qui va être un petit peu modifié. Vous pouvez utiliser des amendements organiques, ça c'est l'idéal puisque ça vous permet d'augmenter la capacité de rétention en eau. Sinon, il y a des rétenteurs d'eau dans les jardinières et dans des bacs, mais c'est pas forcément très développement durable. Le choix des plantes résistantes à la sécheresse. Il existe un code de sécheresse de 1 à 6. 1 veut dire que la plante peut résister 1 mois sans être arrosée. 6, c'est 6 mois. On regarde les végétaux locaux qui sont assez âgés et qui se comportent très très bien. Et je pense que ça suffira. Et bien sûr, on peut étudier un petit peu les paillages. En bas, vous avez un schéma qui vous présente le système racinaire et l'évolution du système racinaire en fonction du mode d'arrosage. Le premier, c'est l'arrosage par aspersion. On se rend compte qu'il y a une pluie artificielle qui arrive et souvent, et en fait, le système racinaire reste en surface parce que abondance d'eau, la plante est un peu fainéante, elle reste où il y a ce qu'il faut et elle ne va pas plus loin. Donc, on fragilise le système racinaire, il reste en surface. Donc, si éventuellement il n'y a plus d'arrosage, eh bien, elles vont souffrir très rapidement de la sécheresse. Elles vont souffrir aussi des excès de froid et des excès de chaleur. Le deuxième, le tuyau poreux, un système de goutte à goutte. Et en fait, on voit que la goutte va permettre d'humidifier que localement, ce qui vous fait un bulbe. Et ce bulbe entraîne la formation de racines dans cette partie-là, perturbant la formation des racines de l'autre côté. En fait, on a un côté très très riche racinaire et de l'autre côté, rien du tout. Et en fait, le troisième schéma, c'est le schéma idéal, c'est-à-dire c'est de cultiver comme avant, en faisant des cuvettes. La cuvette est un peu creuse, c'est une cuvette donc c'est creux, ce qui fait que par le creux, on va avoir un phénomène un petit peu d'ombrage et moins d'évaporation. Et en même temps, quand on va arroser, on aura en fait un lieu où l'eau va pouvoir stagner un certain temps et progressivement s'infiltrer dans le sol. C'est vraiment l'idéal
Il faudrait vraiment faire que des cuvettes. Alors bien sûr, dans le potager, pour faciliter le jardinier ou éventuellement dans le massif de vivaces ou de plantes annuelles, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On peut mettre des tuyaux poreux et on est un peu plus tranquille. Ce qui ne veut pas dire que le jardinier ne doit pas être présent. Il faut surtout qu'il connaisse la quantité d'eau par heure qu'il apporte avec ce type de tuyaux poreux. Et penser que de temps en temps, il faudra quand même apporter de l'eau par aspersion, parce que en fait, on n'a pas d'humidité sur le feuillage et il n'y aura pas de maladie, mais on risque d'avoir des acariens. Le paillage, et j'aurais tendance à dire très à la mode, on peut l'utiliser, mais en même temps, il faut réfléchir à son utilisation, son épaisseur, la nature du paillage que l'on va apporter et les végétaux qui vont le recevoir ainsi que le sol. Le meilleur des paillages à ce jour, c'est encore tout simplement des végétaux couvre-sol. On a deux grands groupes de paillage, les saisonniers et les permanents. Le saisonnier va avoir un effet ponctuel. On a le paillage saisonnier du printemps qui est là pour limiter l'installation des adventices. On va utiliser des feuilles sèches que l'on a encore, on va utiliser les premières tontes du gazon que l'on aura fait sécher et qui vont nous permettre de réduire un petit peu l'invasion des adventices. On aura le paillage d'été qui est là pour réduire l'évaporation, pour aider les végétaux à se nourrir et à être protégés des bioagresseurs et des maladies. Et là, dans ce cas-là, eh bien, on a des pailles. À l'automne, ce paillage est destiné à conserver la chaleur estivale dans le sol et de maintenir la microfaune. Eh bien, ce sont les premières feuilles qui tombent. L'hiver, c'est le paillage pour protéger la structure des aléas climatiques, pour éviter les lixiviations hivernales, pour servir de gîte pour les auxiliaires, les hérissons, etc. Là, il est beaucoup plus épais, c'est de la paille, c'est des fougères, c'est un certain nombre de choses, mais il est beaucoup plus épais. On pensera tout de même au début du mois de février, quand certains jours sont assez beaux, avec une pluie, il faudra un petit peu dégager au pied des plantes, parce que sinon, vous risquez de poser des problèmes de pourriture au niveau racinaire. Le paillage permanent, c'est surtout dans le jardin d'ornement. Donc, paillage riche en lignine, qui reste en place plusieurs mois, voire plusieurs années. Attention, il peut y avoir des modifications structurales à long terme, c'est-à-dire ce paillage va évoluer, apporter des éléments organiques et modifier la vie du sol, le compactage, etc., etc. Vous avez, bien sûr, ce paillage va vous permettre de protéger à toutes les saisons et va servir aussi de gîte pour les auxiliaires et les autres animaux. Pensez toujours, on importe un paillage, il y a des avantages, des inconvénients, c'est à vous de réfléchir sur les effets, sur les incidences et d'en prendre une décision. Quelques chiffres, c'est souvent aussi synonyme de déchets. Eh bien, les feuilles mortes dans un jardin, c'est 200 à 500 grammes de feuilles par an et par mètre carré. Les déchets de tonte, 100 mètres carrés de gazon fournis entre 40 et 150 kg de tonte par an. Un potager ou un jardin d'ornement produit 500 kg par an de déchets verts. Et bien sûr, vous avez les apports extérieurs que vous allez réaliser par la paille, la fougère, les copeaux, etc., etc. Donc, c'est quand même un certain volume. En conclusion, eh bien, que faire? En fait, on va choisir les végétaux. Il faut choisir des végétaux sains. Ça, c'est la priorité. Ensuite, on va adapter ces végétaux au sol, c'est-à-dire on va connaître le sol et on prendra les bons végétaux, les bonnes espèces, les bonnes variétés, les bons cultivars. Et bien sûr aussi en adéquation avec le climat et surtout penser que l'espace que vous allez leur réserver, qui leur est nécessaire, ça nous évitera de tailler et de perturber la croissance d'un certain nombre d'arbres, d'arbustes et autres. On va essayer de travailler, d'amender le sol sans le perturber. On ne mélange pas les horizons. On gère les arrosages, arroser sans excès, avec de l'eau de pluie, de l'eau tempérée.
suivant la plante, le sol et le climat, les arrosages. On va éviter d'alimenter, enfin, on va alimenter les plantes, mais on ne va pas les gaver. Et ça, c'est indispensable. Préserver un espace plus naturel dans le jardin. Jachères, haies naturelles, prairies, zones humides, etc. Ça vous permettra d'avoir des grenouilles, d'avoir des chauves-souris, d'avoir des staphylins, des carabes, etc. Et en fait, tous ces animaux vont venir vous aider pour éliminer un certain nombre d'agresseurs qui embêteront vos cultures. On va diversifier les genres et les espèces. On réduira les quantités d'une même espèce puisqu'on évite de faire de la monoculture. On associe les végétaux et on réfléchit aux rotations. Bien sûr, gérer les déchets verts, qui est quand même un problème. Paillage, compostage, butte végétale. Et on assurera des barrières sanitaires. Désinfection des outils, ça c'est primordial. Désinfection des chaussures, c'est aussi indispensable. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la règle? Mais la règle, c'est de visiter son jardin quotidiennement. Le jardin a besoin de voir son jardinier, ça faut pas l'oublier. C'est d'observer, c'est d'alerter, c'est de prendre soin des plantes jeunes, frêles, herbacées, ou récemment plantées. Elles sont petites, elles viennent d'arriver, donc il faut les apprivoiser, il faut les adapter. Il faut s'informer ce qui se passe autour de vous. Il faut aussi communiquer. S'il y a quelque chose qui est chez vous, il faut le dire aux autres. Et il faut aussi penser qu'un jardin est unique. Il résulte de la combinaison du jardinier, du sol, du climat et de la plante. Et en fait, il ressemble à son jardinier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maryse. Mais tu as plein de questions. Une première question qui est assez globale, mais bon. Les étés sont de plus en plus chauds, nécessitant de choisir des végétaux adaptés à la sécheresse. Dans les terres d'argile, l'hiver, le sol se regorge d'eau, ce qui est fatal aux plantes. Y a-t-il des végétaux adaptés? Ah ben oui. C'est tout un programme. C'est tout un programme et ça, on ne pourra pas les citer tous en même temps aujourd'hui. Mais il existe dans tous les manuels, des listes dans tous les catalogues en pépinière et autres, même en maraîchage, de végétaux qui sont adaptés pour les sols argileux, d'autres pour des sols sableux. Donc là, il faut se référer à ce type de documents. Alors, Denis Pépin, qu'un certain nombre d'auditeurs connaissent, association lavande, rosier et autres, quelle preuve de l'efficacité contre les ravageurs et les maladies? Alors, je pense que scientifiquement, je ne suis pas sûre, peut-être Jérôme pourrait le dire tout à l'heure, mais on s'est rendu compte quand même que d'avoir, on va dire, qu'une seule espèce végétale dans un massif de rosiers, par exemple, ils sont plus sujets à avoir une attaque que si éventuellement on met graminées, lavande, et ce qui fait que les uns attirent certains auxiliaires qui permettent de lutter contre les pucerons des rosiers. Voilà. Mais scientifiquement, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment défini. Jérôme peut peut-être intervenir. Alors, juste avant que Jérôme intervienne, il y a Laurent Kraft qui enfonce le clou en disant « Pourquoi continue-t-on de proposer l'association lavande-rosier pour lutter contre les pucerons, puisque ces deux plantes ont des besoins opposés au niveau du sol et du climat ?» Alors, oui, je suis d'accord. Je suis enseignante en sciences du sol, donc je sais que… Mais en même temps, dans un massif de plantes, on va dire, arbustives, un peu herbacées quand même, ce sont des massifs où le sol a été un peu travaillé, un peu amélioré. Et c'est vrai qu'on va apporter beaucoup de matière organique au rosier pour qu'il puisse fleurir et pousser correctement. Et la lavande, c'est l'inverse, elle n'en a pas besoin. Et souvent, les lavandes, elles vont dépérir parce qu'elles vont pousser plus vite et elles vont dépérir beaucoup plus rapidement que le rosier. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais que faire? Je ne sais pas. Si on trouve d'autres moyens pour attirer les auxiliaires que la lavande, pourquoi pas? Mais en même temps, c'est une belle association.
Et alors, Noël Dorion continue Bonjour en disant, Noël. Oui. oui, continue en disant, concernant les voisinages positifs et négatifs, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments très fiables sur le sujet. Est-ce que Non, je me trompe? Est-ce que vous-même ou les jardiniers de la Chotte, alors pour nos auditeurs, la Chotte, c'est la Société d'horticulture de Touraine, dont Marie est présidente, ont expérimenté dans leur potager et peuvent apporter confirmation de ces effets? mais oui, mais il y a des effets, tous les exemples que l'on a, on l'a tous plus ou moins constaté, mais momentanément, à une année bien précise, avec des conditions climatiques précises, avec des plantes bien précises. Une année, ça va marcher, l'année d'après, ça ne va pas marcher. Euh, c'est une des solutions pour éviter d'utiliser des produits qui ne sont pas forcément très très bons, même si on prend des produits de biocontrôle ou si on prend des jus de plantes, peut-être que ça va faire un effet, mais ça ne fera pas le même effet l'année suivante. Donc, c'est des solutions, c'est des exemples. Denis Pépin, il me semblait que les légumineuses, alors on part sur un autre registre. Oui, Denis Pépin, il me semblait que les légumineuses ne libèrent pas l'azote dans le sol pendant leur oui. vie, mais Les seulement lors de leur destruction. Oui, ce sont les nodosités. Mais parce que j'ai voulu aller beaucoup plus rapidement, hein, parce que sinon, j'aurais pu faire un cours sur les nodosités, hein, oui, bien sûr. Voilà. Et Denis Pépin nous dit en quoi leur présence gêne-t-elle les oignons et l'ail? En réalité, ceux-ci sont assez gourmands en azote. Alors, oui, mais le problème, c'est que souvent, c'est libéré trop rapidement et donc euh, ça provoque un blocage et en même temps, il peut y avoir aussi un souci d'échaudage. Voilà. On va partir sur les paillages. Régis Triolet. Concernant les paillages, la forêt n'est-elle pas exemplaire dans ses modalités de gestion naturelle du sol? Ne pourrait-on pas se baser sur la solution basée sur la nature, SBN? Alors oui, oui, mais je suis d'accord avec Régis. Le problème, si vous voulez, c'est que dans un jardin, on n'est pas dans un milieu forestier qui est stable et établi depuis 150 ans. Dans un jardin, à moins que ce soit le jardin de la grand-mère qui n'a pas touché à ses arbustes et ses arbres depuis 50 ans, c'est pas un, c'est pas un milieu, on va dire, équilibré et stable. Il est en train de se faire. Donc, il faut faire très attention au paillage. Et je pense que Régis est au courant de ça. Jean-Marc Muller nous dit que pensez-vous du carton, nous demande que pensez-vous du carton comme paillage et pour quelle saison en préférence? Alors, le carton, oui, c'est très à la mode. Moi, je l'ai testé hein, depuis 3 ans. Il a fallu déjà que je convainque mon mari à le mettre. Ben, le carton, si vous voulez, ça permet de protéger des aléas de l'hiver. Et par-dessus le carton, on met des feuilles, comme ça on ne voit pas le carton. Et en fait, ça augmente, sans l'augmenter, l'épaisseur et la protection du sol. C'est un des moyens, c'est un des moyens. Dans le temps, ils mettaient des vieilles toiles, des vieux tissus, et ça faisait exactement la même chose. Un auditeur nous demande est-ce que déposer des feuilles de poireaux et de salade à la surface du potager est une bonne chose pendant l'hiver? Bah, ça peut être bon, ça peut être bien s'ils sont sains, s'il n'y a pas de mineux, s'il n'y a pas, voilà, si tout est sain, c'est possible. Mais c'est pas sûr. Moi, j'en prends pas le risque. Ok, alors. Pierre Rosier. Bonjour, qu'entendez-vous par travailler le sol sans le perturber? On mélange pas les horizons. Voilà. Donc Vous plus de avez deux fers de bêche. Ah non, moi je dis pas ça. Je dis pas ça. Pas plus, vous faites un trou, vous faites un fer de bêche et vous regardez les couleurs. Donc on ne mélange pas les différents horizons. Voilà. Tout ce qui est aérobie, vous laissez en haut. Tout ce qui est anaérobie, vous laissez en bas. Fabien Jarry nous demande comment peut-on rendre des déchets bons? Est-ce possible avec des plantes avec Widium par exemple?
On a un spécialiste derrière moi Oui, je pense que qui va pouvoir le dire. Jérôme nous reparlera de ça tout à l'heure. Oui. Voilà, voilà. Il y a des produits naturels qui peuvent servir pour détruire un grand nombre de champignons. Mais après, à quel stade ils sont, voilà, il faut savoir. Mais Jérôme en parlera. Voilà. On l'invite à en parler. Bon, pour le BRF, on nous demande s'il y a des variétés de bois à éviter. Ben, le BRF, bois raméal fragmenté, ce sont des rameaux jeunes de l'année qui sont en partie verts. C'est pas que du ligneux, hein, ça il faut le savoir. Donc ce sont des rameaux jeunes et ben, des rameaux qui sont pas trop riches en tanins. Tu as dû parler de pH tout à l'heure. Oui, Et potentiel donc, électrogène. il y a un monsieur ou une madame Lefebvre qui nous demande, vous avez parlé pour le sol d'un pH à 6, 6,5. Oui, Les pH mètres du sol à aiguille sont-ils fiables? oui, oui. Après, ça demande d'être étalonné. Vous avez des petits pH mètres de poche qui fonctionnent très très bien, qu'on peut trouver en jardinerie, qui fonctionnent bien. Mais même sans avoir un pH mètre, regardez la végétation qui pousse naturellement dans votre jardin et vous verrez déjà un petit peu le pH de votre sol, ou du moins la tendance du pH du sol. Que viennent chercher les pucerons sur les plantes bien fertilisées en azote? Mais le problème, c'est que, là c'est pareil, Jérôme pourra en parler, les plantes qui sont bien alimentées en azote, systématiquement, vont avoir une croissance végétative beaucoup plus intense que les autres. Et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus tendres. Et c'est facile pour les pucerons donc d'attaquer ces plantes-là. Voilà. Denis Pépin nous fait un petit commentaire à propos des paillages. Pailler au jardin d'ornement. Priorité à ceux qui ressemblent plus au milieu d'origine. Les Oui, feuilles mortes sont très bien pour les arbustes et vivaces issus de la forêt, mais pas celles issues des zones sèches. ben, bien sûr, bien C'est un sûr. petit commentaire de Denis Bien Pépin sûr. que vous Mais plus connaissez. on se rapproche de la situation naturelle locale, plus c'est adapté, bien sûr. Et là, je prendrai une dernière question. Il y a Louis Voisin. Pouvez-vous nous en dire plus sur les rotations en nous donnant par exemple un exemple, voilà, et sur quelques années. Alors, ben, les rotations au niveau d'un potager peut-être, hein. Voilà, peut-être, oui, potager, on fait sur Voilà, 4 années, je pense. Enfin, voilà, tu peux peut-être expliciter un peu. une tête d'assolement, eh bien, de rotation, pardon, on va parler d'un poireau ou d'un chou. Et puis, si éventuellement on fait un chou, eh bien, la, la, après le chou, on mettra un légume à feuilles type une salade ou type, je sais pas, un épinard par exemple. Et puis, suite à ça, on mettra une carotte et on sera sûr que la matière organique du chou aura bien évolué pour que la carotte ne soit pas fourchue et pas des problèmes de rhizoctonia ou autres maladies. Voilà, on va rester là pour les questions avec toi, Maryse. Donc, encore une fois, merci, Maryse.